je vais rentrer un petit peu dans les détails sur ce qu'on a vu. Donc, vous avez compris, le rapport traite du numérique au sens large, et en fait, les cas qu'on a étudiés, c'est des cas qui sont assez appliqués et sur lesquels on avait les informations. Sur ce que vous avez vu dans le modèle, c'est pas la construction du modèle qui a posé problème, c'est du travail, mais c'est pas ça qui pose problème, c'est réussir à l'alimenter. Donc on est parti de choses sur lesquelles on arrive à peu près à maîtriser ce qui se passe, et en plus où le périmètre est borné, dans le sens où l'éclairage peut se penser indépendamment du reste, dans un premier temps. Et après, on pourra aussi regarder si le fait de connecter de l'éclairage, ça peut avoir des intérêts sur d'autres métiers. Si j'utilise des capteurs pour piloter mon éclairage, ces mêmes capteurs peuvent servir à autre chose. Alors, juste pour comprendre de quoi on parle, parce que l'éclairage, c'est pas neutre non plus, si on prend la consommation d'électricité en France, qui n'est qu'une partie de la consommation d'énergie de la France, l'éclairage, c'est un gros 10%, selon les données qu'on a qui datent de l'année 2007, 2017, pardon, oui. Si on les met à jour, je dirais que globalement, ça n'a pas énormément changé. Et dans l'éclairage, qu'est-ce qu'on consomme? Dans l'éclairage, ce qu'on va consommer surtout, ça va être de l'industriel et du tertiaire. C'est ça qui consomme à l'année. On va consommer du domestique, là où on habite. On voit déjà que c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Et on va consommer de l'éclairage public. C'est ce qui se voit le plus et c'est ce qui, dans la balance, pèse le moins lourd. C'est quand on parle de lumière, première chose, on dit il faut éteindre l'éclairage public. Il n'y a pas que ça. Puis éteindre l'éclairage public, c'est pas forcément toujours une bonne solution. C'est bien chez le voisin, mais devant la maison, c'est pas terrible. Et donc, si on comprend ça, on comprend bien que si on veut diminuer ce volume-là, il va falloir qu'on s'attaque à la partie la plus grosse prioritairement. L'avantage aussi de la partie la plus grosse, industrielle et tertiaire, c'est que une personne va avoir en gestion un gros parc d'éclairage. Si je prends ici à l'IUT, par exemple, il y a une personne qui s'occupe de gérer les fluides pour l'ensemble du site. Ça veut dire que cette personne-là, si elle décide de faire des économies, elle fait des économies dans cet amphi, elle fait des économies dans tous les bureaux, dans toutes les salles de cours. Quand on est à la maison, une personne s'occupe d'un parc de, on va dire, une dizaine de luminaires, grosso modo. Pas plus. Là, des luminaires, il va y en avoir largement plus. Donc, ça veut dire qu'on va jouer en fait sur 10% de la consommation d'électricité, d'accord, qui n'est qu'une part de la consommation d'énergie en France. Alors, dans les cas étudiés, on a quand même étudié deux cas. On a étudié du cas résidentiel pour que ce soit représentatif, pour que ça parle à tout le monde, et on a étudié aussi des cas tertiaires, bureau, enseignement. Donc, dans le cas résidentiel, on a pris de l'éclairage connecté grand public, ce que vous trouvez chez votre marchand de bricolage préféré, donc avec des sources LED, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près ce qui se vend systématiquement pour les particuliers, dans les applications générales. Il y a de la détection de présence sur ces kits-là. Je cite pas le nom parce que je l'ai vu tout à l'heure, il est en ligne, il m'a posé une question, donc je lui répondrai tout à l'heure. De la gradation manuelle, c'est-à-dire qu'on peut faire varier l'intensité de la lumière, et de la variation de couleur manuelle aussi, si on a envie de modifier soit l'ambiance, en ayant du blanc plus chaud, plus froid, soit carrément de faire quelque chose de joli avec du rose, du bleu, du vert. Et on a étudié deux configurations. La configuration, on fait que du fonctionnel, c'est-à-dire la lumière ne me sert que à m'éclairer dans un appartement type dans lequel on a un salon, un bureau et une cuisine. Donc vraiment un petit appartement. On a regardé ce qui se passait si on utilisait cet éclairage connecté uniquement pour s'éclairer, et c'est tout. Et si on utilisait cet éclairage connecté pour ce qu'on appelait le récréatif, c'est-à-dire qu'en plus, on peut avoir la jolie lumière verte derrière la télé, on peut faire des jeux de lumière, on peut faire plein de choses. Et dans le tertiaire, on s'est basé beaucoup plus sur sur la manière dont qu'on a d'éclairer dans un milieu professionnel. Donc, on a pris des locaux de bureau et des locaux d'enseignement. C'est de la pure simulation. On n'a pas fait de mesure. On a pris le logiciel Dialux, qui est le logiciel de référence, qui sert à faire des calculs, qui s'appuie sur des normes, qui définissent la manière avec laquelle on va calculer les puissances installées, les consommations à l'année. Et on a comparé deux configurations neuves dans tous les cas. Une configuration neuve avec des luminaires LED et une configuration et juste des interrupteurs. Et une configuration neuve avec des luminaires LED. On enlève les interrupteurs et on utilise de la détection de présence et de la gradation en fonction de la lumière naturelle. Par exemple, ici, on a ouvert les fenêtres, on y voit bien. Là, la lumière est fixe. On pourrait très bien avoir un système qui diminue l'intensité lumineuse des plafonniers de manière à avoir uniquement la quantité de lumière dont on a besoin. Là, dans cette pièce-là, l'allumage, c'est on-off, c'est tout. Donc, soit j'allume, soit j'éteins. Si j'ai suffisamment de lumière, j'éteins. S'il y a un nuage qui passe, d'un coup, j'y vois plus, il faut que je rallume.
Et dans la pratique, quand on rentre, on allume et on n'éteint pas avant le soir, si on pense à éteindre le soir. Alors, le constat qu'on a fait, on est parti d'une équation qui est assez souvent utile, qu'on peut appeler comme on veut. Hein. Le constat, c'est que comme l'énergie, c'est une puissance fois un temps, et ça marche à tous les coups, on a regardé en amont. Oui, j'en vois qui rigolent. Hein, ne cherchez pas à faire des trucs compliqués. Hein, ce que vous apprenez en cours, ça sert à rien, ça suffit. Voilà, vous l'avez. Apprenez-le ça. Ça, les ordres de grandeur et la règle de 3. Si vous savez ça, vous savez tout faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Justement, on a utilisé ça et on a regardé les ordres de grandeur. Dans le résidentiel, la durée d'utilisation de l'éclairage dans la pièce la plus utilisée, qui est le salon, c'est grosso modo 1000 heures par an. Il n'y a pas de norme qui régit vraiment ça, ou en tout cas on ne l'a pas trouvé, mais si vous regardez le matériel d'éclairage qui est vendu aux particuliers, on vous met souvent 15 000 heures, 15 ans. Enfin, tout le temps. Vous allez avoir, alors c'est pas toujours 15 000 heures, mais à chaque fois, vous avez des milliers d'heures et des années en face. Donc pour les fabricants, c'est communément admis, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, on n'a pas réussi à trouver, que dans le résidentiel, une source va être utilisée 1000 heures par an dans la pièce dans laquelle elle sert le plus. Dans le salon, ça va être 1000 heures. Dans les toilettes, ça va être beaucoup moins. Dans la chambre, ça dépend. Ça dépend si vous faites vos devoirs dans votre chambre ou ailleurs. Le niveau d'éclairement qu'on a dans un logement, c'est-à-dire la quantité de lumière qu'on va envoyer sur le plan de travail pour manger, pour jouer à l'ordi, pour faire ses devoirs, pour faire plein de choses, c'est au mieux 150 lux. Souvent, on est même un petit peu en dessous. On a pris fourchette haute, on a pris un logement bien éclairé. Maintenant, en face, on va prendre le tertiaire. Le tertiaire, selon le type de bâtiment qu'on va avoir, on va avoir une utilisation qui va être de l'ordre de 2500 à 8000 heures. Alors, j'arrondis à 8000, en fait, c'est 8760 heures dans le tertiaire ou l'industrie. 8760 heures, c'est un local qui n'a pas accès à la lumière du jour et qui doit être allumé en permanence. Un hôpital, ça tourne 24 heures sur 24. Dans un hôpital, vous allez avoir des locaux qui vont être éclairés tout le temps. Ou en tout cas, utilisés tout le temps. Pas forcément éclairés en permanence, mais utilisés toute l'année, 24 heures sur 24. 2500 heures, ça va être plutôt des locaux d'enseignement, puisqu'on est tout le temps en vacances. Le niveau d'éclairement, quand on travaille dans un amphi comme ici, dans un bureau, etc., le niveau d'éclairement, c'est grosso modo 450 lux. Donc ça veut dire que j'ai un facteur 3, je suis gentil, hein, je mets un facteur 3 sur les durées d'utilisation, un facteur 3 sur les niveaux d'éclairement. Ça veut dire que en termes d'énergie, à surface égale, entre le résidentiel et le tertiaire, en termes d'énergie, à surface égale, on consomme 10 fois plus dans le tertiaire que dans le résidentiel. Vous vous en rendez pas compte, mais vous n'éclairerez pas chez vous autant que ce que vous éclairez dans les locaux d'enseignement. Vous pourriez le faire, d'ailleurs, à l'œil, vous ne verriez pas la différence, mais vous éclairez 3 fois moins. Et bien entendu, 3 fois moins longtemps. Et en fait, dans le résidentiel, la couche intelligente qu'on va rajouter, qui nous permettrait de faire des économies en mettant de la détection de présence, par exemple, cette couche connectée, elle est intelligente, elle pilote l'éclairage, elle permet d'être, on peut regarder à distance ce qui se passe, on peut la commander à distance. Cette couche connectée-là ne sera jamais remboursée. L'énergie qu'il a fallu pour la fabriquer, et même, dans certains cas, juste l'énergie que consomme la couche connectée, c'est 2 watts, hein, c'est pas grand-chose, mais en permanence, que ce soit allumé ou éteint, cette énergie-là n'est pas compensée par les économies directes qu'on va faire sur l'éclairage. Et dans le résidentiel, on fait vraiment que de l'économie directe, il n'y a pas de lien avec le reste. Dans le tertiaire, en revanche, on a vu que ça dépendait des cas. Et il va y avoir des cas dans lesquels ça peut être pertinent, il y a des cas où c'est pas pertinent. Donc là, si vous voulez plus de détails, soit on en parle après, soit vous regardez un petit peu dans le rapport, dans les annexes, c'est un petit peu plus détaillé. Mais ce qu'on voit, c'est que on ne peut pas tirer de règles générales pour le tertiaire. Pour le tertiaire, on a fait les bureaux et l'enseignement. Il nous reste les hôtels, les commerces, etc., etc. Enfin, des configurations, il y en a une palanquée. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver de règles générales. On reste toujours dans l'idée que si on arrive à alimenter le modèle avec les bonnes informations, normalement, on arrive à voir si le bilan net il est favorable ou défavorable. Ce qu'on veut faire en fait, c'est regarder ce que pèse le matériel intelligent qu'on va mettre dans notre installation d'éclairage, matériel intelligent qui peut être connecté ou pas. Quand on le connecte, on a besoin d'un petit peu plus d'énergie pour communiquer au quotidien, mais quand on le connecte sans fil, ça évite de tirer des câbles au départ. Donc on achète moins de câbles et on a beaucoup moins de travail à fournir pour tirer des câbles
dans certains cas, ça peut être intéressant aussi. En intérieur, c'est souvent le cas, en extérieur aussi. Tirer un câble en extérieur, c'est un tracto qui fait une tranchée sur quelques centaines de mètres pour réussir à relier plusieurs installations. Et donc, le matériel intelligent, lui, va nous coûter du surcoût d'installation, plus ou moins, de la consommation en service, et puis les émissions à la fabrication, comme a dit Maxime tout à l'heure. On n'a pas réussi à quantifier les émissions qui sont liées à la fin de vie, pour l'instant. On n'a pas réussi à avoir les informations. Si on les a, on les mettra dans le modèle. Et de l'autre côté, on va avoir en économie directe sur l'éclairage une diminution de consommation, une diminution de maintenance aussi, puisque si le matériel tourne moins souvent ou pas tout le temps à fond, il va s'user moins, et donc on pourra espacer la maintenance et on aura moins de panne. Ça, c'est pour ce qui est des économies directes. Alors, je réponds à la question de François Darcy, que j'ai vu passer tout à l'heure, qui demandait si on avait regardé que les économies directes. Oui, mais je crois qu'on doit se voir pour regarder les économies indirectes dans pas longtemps. Et donc, voilà, c'est les limites du calcul aujourd'hui. Donc, le modèle existe. On a parlé que d'économies directes. Il faudrait enrichir le modèle parce que pour l'instant, sur les systèmes connectés, on n'avait qu'une seule ou deux valeurs de matériel connecté pour lesquelles on connaissait l'énergie nécessaire pour la fabrication, les émissions qui sont engendrées. Si on en a plus, on va enrichir le modèle et ça permettra de différencier plusieurs cas. Il faudrait qu'on puisse l'appliquer en rénovation. Pour l'instant, on n'a fait que du neuf, c'était beaucoup plus facile. Récupérer des informations sur le terrain, c'est toujours un peu plus compliqué. Bien entendu, chiffrer les gains de consommation sur les autres métiers du bâtiment, et c'est là que je réponds à la question de François Darcy, puisque si j'ai des capteurs qui servent à l'éclairage et que je les connecte à d'autres métiers, je suis probablement capable de récupérer ces informations-là pour y gagner par ailleurs. Ça, c'est ce qu'expliquera Diane tout à l'heure. Et puis, idéalement, on aimerait l'étendre à l'éclairage public, mais la problématique se pose pas exactement de la même manière, parce qu'il y a d'autres enjeux. Mais il se pourrait je sais qu'il y a du monde de l'éclairage public là, qui est en ligne aussi. Ils sont les bienvenus pour alimenter le modèle et voir si le modèle STERM est pertinent ou s'il faut qu'on l'adapte pour l'éclairage public.